Essentiel, le podcast qui donne la parole à des entrepreneurs pas comme les autres. Des entrepreneurs qui ont mis l'humain au centre de leur projet. Pour vous faire découvrir leurs actions en faveur d'un monde plus durable et plus responsable, nous avons décidé de leur donner la parole. Ensemble, plongeons dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un secteur plus que jamais essentiel à notre société. Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de notre série de podcasts Essentiel avec ESS en majuscule comme économie sociale et solidaire. Je suis Guénaëlle et j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Leblond, coprésident de l'Ostalada. Bonjour Pascal. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Pascal, votre association a été soutenue par la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes lors de l'appel à projets utiles et solidaires avec les jeunes. Elle a été également sélectionnée pour participer au concours national Coup de cœur Caisse d'épargne. Bravo Pascal. Merci. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un concept unique en France. Il s'agit d'un projet de résidence partagée sur la commune de l'Escar en Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait, l'Escar qui se trouve tout près de Pau. Et alors Pascal, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née cette association l'Ostalada? D'ailleurs, je ne suis pas certaine d'avoir bien prononcé, donc n'hésitez pas à me corriger. Alors ça s'écrit effectivement l'Ostalada, mais ça se prononce l'Ostalade. C'est de l'occitan et ça veut dire la maisonnée. La maisonnée dans le sens du mur, du toit, mais aussi de ses habitants. Il y a pas forcément de mot équivalent en français. Et est-ce que vous pouvez du coup nous décrire les principes de cette résidence et le fonctionnement? L'Ostalada est une résidence inclusive et partagée qui mixe des publics différents, c'est-à-dire des seniors autonomes, des étudiants et surtout ce qui a été la base de notre projet, des personnes avec une déficience intellectuelle. Et donc, ces personnes se retrouvent dans un même lieu de vie, à partager des espaces communs, à vivre ensemble, dans une résidence qui soit ouverte sur le monde et qui permettra à tout à chacun, tout en étant à proximité des uns et des autres, de vivre sa vie comme il l'entend et comme il le souhaite. Et je crois qu'elle est également éco-responsable. Tout à fait, on s'est inscrit dans cette démarche avec les architectes et on s'inscrit effectivement dans une démarche éco-responsable en utilisant des matériaux qui sont issus de circuits courts, qui sont soucieux de la santé et du bien-être de chacun. Et comment est né ce projet? On va engager notre 7e année de travaux et de projets. En fait, ça fait 7 ans qu'on a lancé le projet. En fait, notre association est une association de parents d'enfants avec une déficience intellectuelle et en 2012, donc il y a presque 11 ans déjà, on a lancé ce qu'on appelle une université populaire de parents. Pour résumer, ce sont des parents qui se retrouvent autour d'une question de parentalité et qui s'appuient sur les compétences d'un chercheur. Nous, on a choisi Charles Gardou, qui est chercheur, qui est professeur anthropologue à l'université Lyon 2 et qui nous a apporté évidemment toute la méthodologie pour réfléchir à cette question. Et notre question portait autour de la thématique du choix de vie des personnes avec une déficience intellectuelle. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas nous, parents, ou les professionnels qui décidons un peu à leur place? Est-ce que lorsqu'ils expriment un choix, on en tient vraiment compte ou pas? Et donc, cette recherche nous a mené pendant presque 5 ans, en fait. Et au final, on a fait une préconisation, c'était celle de créer un lieu de vie où les personnes avec une déficience intellectuelle auraient une palette de choix la plus large possible pour qu'ils puissent, en fait, chercher leur voie, découvrir des activités assez différentes en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs envies, en fonction du moment, parce que on sait aussi qu'ils peuvent être fatigués, ils sont fatigables et que donc dans un moment de la journée, on peut être enclin à faire une activité et puis 2 heures plus tard, plutôt enclin à en faire une autre parce que c'est plus le moment, c'est plus l'envie du moment. Donc l'idée, c'était effectivement de proposer cette palette de choix la plus large possible. Pour compléter, on a voulu effectivement se rapprocher d'autres publics que sont les seniors autonomes et les étudiants. Parce que notamment les seniors, lors de nos enquêtes auprès des jeunes et directement, qu'ils avaient un peu des besoins un peu similaires en fait en matière d'autonomie, d'accompagnement. Et le public senior s'est révélé à nous un peu de manière naturelle. Et puis les étudiants, c'est arrivé un peu plus tard dans la réflexion où on a voulu un peu ajouter une nouvelle dynamique aussi au projet avec effectivement des jeunes étudiants, plutôt des étudiants, mais des étudiants plutôt de filière sanitaire et sociale ou sociale qui seraient donc du coup confronté un petit peu au public à côtoyer en fait. Donc voilà, c'était un peu cet intérêt-là. Pascal, justement, qu'est-ce qui fait la particularité de ce projet? Parce que bon, des projets de résidence, j'imagine qu'il y en a d'autres, mais est-ce que celle-ci est un peu particulière, un peu spéciale? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire?
Alors nous, on n'a pas voulu inventer le fil à couper le beurre, comme on dit. C'est-à-dire que lorsqu'on a eu l'idée, on s'est vite renseigné pour voir si ça existait par ailleurs, pour s'appuyer un peu sur l'expérience de l'existant. Et en fait, nos recherches ont été vaines puisqu'il n'existait pas en tout cas, de résidences qui mixaient ces publics-là et surtout qui ont cette particularité d'ouverture vers le quartier, vers l'extérieur, puisque c'est une résidence inclusive, mais pas dans le sens où ce sont des personnes qui doivent sortir de leur logement pour essayer d'aller vers l'extérieur. Nous, la notion d'inclusive, elle est aussi que l'extérieur vienne vers l'intérieur, et donc qu'il y ait une mixité des publics sur place. Pour ça, on a imaginé tout un tas d'activités justement ouvertes sur l'extérieur, telles qu'un café associatif, une mini-ferme, des jardins partagés, un espace de jeu inclusif pour les familles avec des jeunes enfants, des grandes salles d'activité, une petite salle d'activité, des cuisines partagées, enfin tout un tas d'outils mis à disposition des habitants, parce que c'est eux qui en sont les maîtres et qui décident un peu de ce qu'ils vont faire. Mais ces outils-là permettent et favorisent les échanges avec le quartier, avec le public extérieur qui viendrait boire un café, jouer à des jeux en famille. On a prévu une joujouthèque par exemple, vous voyez. Donc c'est vous dire qu'on a prévu quelque chose d'assez large pour permettre justement le croisement des publics, et que quelque part ils remarquent qu'on soit handicapé, qu'on soit senior, on a tous une utilité dans la société, qu'il y a peut-être des préjugés à faire tomber. Donc c'est un village, un petit peu dans le village. C'est un village dans le village, oui, tout à fait, mais très ouvert. Enfin, il y a pas de clôture, il y a pas de mur autour. Et d'ailleurs, il se veut ouvert vers un futur écoquartier qui sera réalisé juste à côté par la mairie. Donc c'est ce principe-là qu'on retrouve pas forcément partout. Donc les familles sont très investies dans ce projet, ce que vous m'avez dit vous-même, je crois, parce qu'on va parler un petit peu de vous également. Alors justement, Pascal, après vous m'aviez dit que vous étiez normand, donc j'ai l'impression que vous vous êtes un peu exilé. Comment vous êtes arrivé justement donc en Nouvelle-Aquitaine, et comment vous êtes arrivé à participer à ce projet? Alors, arrivé en Nouvelle-Aquitaine tout simplement pour des raisons professionnelles, et ensuite notre fils qui est porteur d'une trisomie 21 est né. On s'est tout naturellement retourné vers des associations existantes. Donc nous c'était l'association Grandir Ensemble. Et puis voilà, comme j'agis pas en consommateur mais plutôt en acteur, je me suis engagé auprès de cette association, et de fil en aiguille le projet est né. Et puis voilà, on s'engage. Quand on s'engage, on s'engage. Donc on le fait à fond, et donc on se retrouvait dans l'aventure comme beaucoup d'autres parents. Mais en fait, il y a pas que les parents qui sont engagés dans l'Ostalada. Il y a aussi les jeunes, il y a aussi les seniors qui sont partie prenante. Les futurs habitants participent, donnent un avis, font des choix qui sont les leurs et qui auront des conséquences sur leur futur environnement. Donc ils sont partie prenante, et on y tient beaucoup en fait. Les jeunes, par exemple, avec une déficience, sont membres du conseil d'administration et émettent un avis. Voilà, qui a toute leur importance. On peut pas partir d'une réflexion sur la question des choix de vie et au final ne pas en tenir compte. Donc on serait complètement à côté de la plaque. Donc on est bien dans cet esprit, dans cette philosophie. Donc tout le monde est acteur, et vous accompagnez ces jeunes vers l'autonomie, en quelque sorte, le vivre ensemble. Tout à fait, le vivre ensemble. En fait, dans nos travaux de notre université populaire de parents, on avait fait un constat, c'est qu'en fait, le niveau d'autonomie des jeunes avec une déficience à 20 ans, quelque part, déterminait leur trajectoire de vie pour le reste de leur vie. Et donc, s'ils étaient très autonomes, ils pouvaient espérer le milieu ordinaire, un peu moins le milieu protégé. Et s'ils étaient très peu autonomes, c'était plutôt le milieu, j'allais dire, le foyer de vie ou foyer occupationnel. Presque en considérant que il n'y avait pas de possibilité d'évolution au cours des années qui suivaient. Et nous, en tant que parents, c'était pas quelque chose de tenable. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu fait l'Ostalada, c'est que pour derrière maintenir dans l'autonomie ou développer l'autonomie de nos jeunes jusqu'à le plus loin possible en fait. Mais c'est la même chose pour les seniors, pour qui en fait proposer des activités, des interactions avec les autres, c'est aussi leur permettre de se maintenir dans une autonomie la plus longue possible. Et donc ça se passe bien aussi pour les parents, cette nouvelle autonomie de vos enfants? Ça s'accompagne? Ça s'accompagne et ça se passe bien. Nous on prépare en fait ce qu'on appelle la décohabitation. Alors, on parle pas de séparation parce que c'est un mot un peu ferme et définitif. On peut plutôt parler de décohabitation, c'est
c'est-à-dire de préparer les jeunes et de préparer surtout les parents aussi à ce changement de vie en fait, c'est-à-dire que leur jeune, leur petit protégé, celui qu'on coucoune et qu'on protège de tout notre cœur, il va quitter le foyer, qu'il va être pas forcément très loin, il va être dans quelque chose, dans une résidence qui va être protectrice, mais malgré tout, le lien il est là et donc on travaille depuis plusieurs mois déjà à ce que l'un et l'autre se verront un peu moins dans la journée. Ça nous semble être important de le préparer et on prépare aussi, je vous parlais d'inclusion, mais l'inclusion c'est aussi la société qui doit se préparer à accueillir des personnes, j'allais dire différentes, et donc nous on prépare le quartier, on prépare les élus, on prépare les commerçants, les associations locales à l'arrivée de l'Ostalade dans leur quartier, donc c'est aussi un enjeu, l'enjeu de la réussite aussi du projet qui se veut inclusif. Et Pascal, est-ce que vous avez une jolie histoire à nous raconter? Je crois que vous m'avez parlé de deux jeunes. Oui, pour nous elle est jolie pour le moment, en tout cas j'espère qu'elle durera, mais on a deux jeunes qui se connaissent depuis qu'ils sont à l'école primaire et qui sont deux jeunes avec une déficience qui sont amoureux et qui espèrent pouvoir vivre ensemble à l'Ostalade, donc on leur espère, on peut leur souhaiter ça, on les accompagne aussi dans ce sens avec belle maman et beau papa, on va dire, donc d'ailleurs, ils nous appellent comme ça, donc beau papa, beau maman, donc ils nous y préparent psychologiquement, je crois. Mais oui, il y a cette belle histoire en fait où peut-être que sans l'Ostalada, ils n'auraient peut-être pas pu se projeter de cette manière-là. Donc on les y accompagne aussi. Et vous, Pascal, comment vous avez vécu avec l'association votre sélection pour l'opération Coup de cœur Caisse d'épargne? Évidemment, comme lorsqu'on sollicite les financeurs et des soutiens, c'est des dossiers que l'on remplit et on pèse chaque mot pour essayer évidemment de séduire. Mais quand on s'adresse à un organisme bancaire comme la Caisse d'épargne qui quelque part assure une forme de solidité aussi dans le projet, c'est-à-dire que on a eu un regard un peu particulier quand même. Ça conforte un peu notre action, ça conforte aussi les autres partenaires qui veulent se lancer et nous suivre. Le fait que ce soit un coup de cœur aussi, et derrière ça veut dire aussi qu'il y a eu une forme de sensibilité au projet qui nous est sensible en fait. Et ça nous semble être quelque chose d'important. Quand on a reçu la réponse de la fondation et les échanges par SMS ont fusé, et à chaque fois c'était des applaudissements et des yes avec des en veux-tu en voilà. Donc c'est quelque chose d'assez important pour nous en fait d'être comme ça soutenu par le secteur. Je dis le secteur bancaire parce que c'est la Caisse d'épargne, c'est ça, mais c'est aussi une fondation avec derrière des gens, des salariés qui ont regardé un projet et qui l'ont analysé et qui ont fait un choix et on est assez sensible à tout ça, oui. Et Pascal, quels sont les challenges que vous avez à relever avec l'association dans les prochains mois ou les prochaines années? Il y en a forcément plusieurs. Là, on en est aux appels d'offres et normalement on devrait avoir les premiers coups de pioche ou de pelleteuse plutôt, on va dire en juin, pour une rentrée dans les logements en juillet 2024, juillet-août. Mais les défis sont de trouver d'autres partenaires qui consolident un peu nos besoins financiers puisqu'il faut équiper l'Ostalada et ça c'est l'association qui s'en occupe et le besoin financier est assez important. Mais derrière, on doit aussi anticiper l'arrivée des habitants, l'organisation fonctionnelle, le recrutement, on doit anticiper les contrats de travail, on doit anticiper la comptabilité, enfin tous ces aspects assez classiques d'un gestionnaire, mais voilà, ça fait partie de cette phase qu'on va entamer tout prochainement dans les semaines qui vont suivre. Bon, on est dans une démarche progressive. On suit notre ligne étape par étape et pour l'instant tout nous réussit bien pour le moment, donc ça va. Et alors, à quelle date justement cette résidence partagée va-t-elle ouvrir ses portes à ses résidents? Eh bien, s'il n'y a pas d'aléa particulier, si on nous retrouve pas une espèce menacée en creusant ou des ossements de on ne sait quoi, normalement on devrait rentrer, les habitants devraient avoir la remise des clés, on va dire, au cours de l'été 2024, juillet, août, au plus tard septembre. En tout cas, on espère ne pas louper l'échéance de septembre pour les futurs étudiants qui habiteront l'Ostalade. Pascal, merci pour votre témoignage et on vous souhaite bonne chance dans la réalisation de ce beau projet. Je vous remercie de nous avoir accueillis, de nous avoir écoutés, de nous avoir accompagnés et puis j'espère qu'on va se revoir en d'autres circonstances aussi. Et si vous souhaitez en savoir plus sur cette association, rendez-vous sur www.lostalada.fr. Vous pouvez également visiter notre site internet pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. À bientôt!